Il y a quelque chose de très simple pour diminuer drastiquement les inégalités parce que tout, absolument tout, part de là. Tout le monde a déjà joué au Monopoly. Les règles du jeu sont simples. Chaque joueur reçoit le même montant pour commencer sa partie. Et puis, à tour de rôle, on lance les dés. On peut acheter des propriétés et les tours s'enchaînent. Et à chaque partie, on peut terminer riche ou pauvre. Une sorte de métaphore de la vie. Allez, on recommence. Sauf que non. Contrairement au jeu, dans la vie, on ne commence pas tous et toutes avec le même montant au départ. En regardant dans l'album des Belges les plus fortunés, il y a des visages et des noms qui sentent le siècle passé, et dont la fortune remonte à longtemps, très longtemps même. Les Lippens, par exemple. Vous connaissez peut-être Léopold, le fantasque ex-bourgmestre de Knock. Son frère, Maurice, était un très riche homme d'affaires, dans tous les bons coups, comme dans l'affaire de la faillite de la Banque Fortis. Et devinez qui était son aïeul ? Maurice Auguste Lippens, gouverneur général du Congo à l'époque coloniale. Lui-même fils, petit-fils et arrière-petit-fils de politiciens. Donc quand une famille est très riche, et que chaque génération peut se lancer dans la vie avec le capital acquis par la génération précédente, il faut beaucoup de malchance ou d'incompétence pour perdre cette position privilégiée. C'est complètement injuste. Allez, on recommence. Au Monopoly, personne n'accepterait de commencer à jouer avec des sommes différentes. Du coup, si on appliquait ce principe dans la vie, on devrait simplement supprimer l'héritage. Et à la mort de quelqu'un, son patrimoine, au lieu d'aller à ses proches, irait dans un pot commun. Maintenant, est-ce que ce changement va susciter l'enthousiasme général ? Il faut dire que globalement, les gens sont pas trop chauds. Ce qu'ils ont accumulé dans la vie, ils ont envie de le transférer librement à leurs proches. J'ai envie de transférer ça librement à mes proches. Oui, sauf que cette liberté, elle est toujours exercée par les mêmes. Si je prends la population et que je la divise en 10 groupes, et que je répartis le patrimoine sur ces 10 groupes, 10% de la population n'a rien. En fait, elle est endettée. Et puis, on remarque que 50% de la population a en moyenne moins de 212 000 euros. 50% de la population a plus. Mais les 10% les plus riches ont 1,7 million d'euros de patrimoine en moyenne. Donc forcément, tout le monde n'est pas concerné par un héritage. Il y a du monde qui aurait intérêt à ce qu'on mette les héritages dans un pot commun pour qu'ils soient distribués équitablement. Ils y gagneraient probablement plus que dans la situation actuelle. L'autre argument qu'on entend contre la suppression de l'héritage, c'est le fait d'avoir travaillé dur pour accumuler tout ça. J'ai travaillé dur pour accumuler tout ça. Eh bien désolé, pas tant que ça. En 1980, sur le patrimoine total, on avait 50% qui provenaient de l'héritage et 50% qui provenaient du travail. À l'heure actuelle, c'est 75% qui provient de l'héritage. Et c'est un phénomène qui se poursuit. C'est donc l'héritage qui fait la fortune et pas le travail. Enfin, un dernier type d'argument contre la suppression de l'héritage, c'est qu'il y a déjà bien assez d'impôts. Oui, je paye bien trop d'impôts. Non, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui contribuent le plus à l'impôt via l'impôt sur les personnes physiques et par la consommation via la TVA. La taxation du capital des ménages ne pèse que pour 11,5% des taxes collectées. Et les donations et héritages ne comptent là-dedans que pour 2,2%. Et pour toutes ces raisons, il faut faire quelque chose. On la refait ? Et pour toutes ces raisons, il faut faire quelque chose. L'abolition de l'héritage permettrait de 1. Lutter contre les inégalités qui augmentent à cause des héritages eux-mêmes.
2. Faire en sorte que chacun et chacune dans la société partent avec les mêmes chances au départ. 3. Initier un débat sur ce qu'on fait avec tout le patrimoine remis dans le pot commun. Alors ceci, bien sûr, c'est un peu un idéal. On est encore très loin d'avoir un consensus pour abolir purement et simplement l'héritage. Mais en attendant, ce qu'on peut déjà faire, c'est augmenter la progressivité de l'impôt sur l'héritage. Pour bien comprendre aujourd'hui comment on paye un impôt sur un héritage, prenons un exemple. Un parent riche qui décède et qui lègue 1,5 million à ses 2 enfants. À Bruxelles, par exemple, de 0 à 50 000 euros, on paye 3% de taxes. Puis, si on dépasse ce montant, on paye 8% sur ce qui dépasse. Et on suit les tranches, comme ça, jusqu'à la dernière tranche qui est taxée à 30%. On obtient comme ça le montant total d'impôts à payer. Sur 1,5 million d'euros, il reste aux enfants près de 1,1 million. Tranquille la vie. Du coup, on peut très bien imaginer, soit augmenter le pourcentage des dernières tranches, soit augmenter le nombre de tranches. Mais tout cela laisse un angle mort dans le débat. C'est le fait que beaucoup de gens, consciemment ou inconsciemment, évitent l'impôt sur l'héritage. Ce sont d'abord les ultra-riches, via des montages juridiques, mais c'est aussi la classe moyenne supérieure, quand des parents, bien avant leur mort, donnent de l'argent à leurs enfants, que ce soit pour les aider à acheter un bien ou pour se lancer dans la vie. Or, ça aussi, ça contribue à perpétuer les inégalités. Les mêmes arguments que ceux évoqués pour l'héritage valent aussi pour ces coups de pouce. Mais la manière de lutter contre ces inégalités-là devra être différente. Idéalement, il faudrait une photographie du patrimoine de chacun, donc ce que chacun possède, et le taxer équitablement tout au long de la vie, et donc pas juste au moment du décès. Mais pour ça, on manque encore cruellement de transparence en Belgique. Tourne, action. Taxer la transmission du capital, c'est s'attaquer à un privilège qui se transmet de génération en génération, pour diminuer les inégalités et pour qu'on puisse collectivement mener une vie digne.